Cet après-midi va nous donner une belle occasion. Nous allons écouter 4 personnalités bien différentes. Isabella Hamad, Ouda Fakhreddin, Diana Allen et Mahmoud Ashair. Chacun une histoire unique et s'engage dans un projet qui exprime leur vision, notamment artistique et poétique. Cependant, ils sont tous unis par une chose qu'ils ont en commun. Pas le message de journaliste et encore moins un slogan. Au contraire, vous verrez, chacun des orateurs, de façon ténace et subtile, parle de catégories qui ne sont pas innocentes. Et donc, ils refusent de les accepter comme étant imposées de l'extérieur, une fois et pour toutes. Pour elles, pour eux, ces catégories de lieux, de temps, de mémoire et d'oubli, de profondeur historique et de points tournants sont des éléments qui rendent l'espace mental des historiens, des écrivains, des poètes et même des politologues complètement intelligibles. Ceci nous amène à réfléchir sur les liens qui existent entre le singulier, dans ce cas-là, la situation actuelle en Palestine, et l'universel, c'est-à-dire celui du monde arabe, de sa culture, de son histoire, celui de l'humanité, dont le monde arabe fait partie. S'il existe une certitude après les avoir lus, c'est la suivante. La tragédie palestinienne aujourd'hui nous force à nous concentrer sur ce que nous devons comprendre à l'avenir par les expressions l'humanité. Bien sûr, le mot humanité aura encore une acceptation, un sens acceptable à l'avenir. Je vais présenter la première oratrice, Isabella Hamad. Isabella est prometteuse, ou déjà elle est écrivain dans le monde anglophone. Elle a déjà gagné plusieurs prix et elle est aussi essayiste. Et dans son premier roman, The Parisian, le Parisien, en 2019, qui a été acclamé par les critiques, elle décrit un monde en crise entre la fin du monde ottoman, de l'Empire ottoman, du nationalisme arabe et la Belle Époque. Dans son deuxième roman, The Master of Peace, en 2023, Hamlet le long du mur, dans sa traduction en français, elle étudie les questions d'identité palestinienne et l'histoire moderne dans une profondeur inégalée. Son essai, le dernier, reconnaît Recognizing the Stranger, a été publié en 2024 et se base sur la Palestine aussi. Elle exprime sa voix comme artiste et cela montre qu'elle a l'œil avisé, aiguisé de Saïd sur le sujet, mais qui plus est, elle joue avec le concept de la reconnaissance et la dimension aristotélicienne qui est proche à la poétique d'Aristote. Cette double compétence, parce que la poésie n'est jamais loin de l'histoire, dans l'univers d'Isabella Hamad, est tout à fait remarquable, étant donné que ses romans sont délicats, cependant non didactiques, et ses essais également sont très rigoureux. Ce que l'on attend de la science historique. Isabella nous montre son profil d'intellectuel où l'intelligence va de pair avec le courage. Nous sommes heureux de pouvoir l'écouter aujourd'hui à Paris. Merci Marwan. Merci pour cette très bonne introduction. Merci de m'avoir invité. J'ai l'impression que ce dont je vais parler en partie, c'est peut-être un peu une répétition. Ça fera l'écho de ce qu'on a entendu ce matin, mais là, c'est la perspective de la poésie, de la littérature. Vous verrez qu'il y a un tissage entre ce qu'on a dit ce matin et ce qu'on dira cet après-midi. Merci Didier également de nous avoir rassemblés aujourd'hui. Et Mahmoud, j'aimerais tellement que vous soyez avec nous ici, en présence dans la salle. Dans ses mémoires,
j'ai vu Ramallah, Mourid Barouti parle de son retour en Cisjordanie dans les années 90 après les accords d'Oslo, un accord entre Israël et l'OLP que Edward Said a qualifié comme le Versailles palestinien. En inaugurant un processus de paix au titre trompeur, les termes de l'accord permettaient à de nombreux Palestiniens en exil de retourner sur la terre qui, apparemment, deviendrait un jour un État palestinien. L'histoire a donné raison à Saïd. L'autonomie limitée accordée aux Palestiniens par Oslo a finalement permis de consolider l'occupation et l'apartheid israélien et en partie nous a conduit là où nous en sommes aujourd'hui. Pour Barouti, à l'époque, le retour dans son pays natal était doux et amer. Cela voulait dire être confronté non pas à l'idée de la Palestine, mais au lieu de la Palestine lui-même. En arrivant dans sa ville ancestrale, Der Ghassan, il a constaté que les bâtiments qu'il connaissait depuis son enfance étaient toujours debout et il a remarqué dans la traduction de Ahdav Souif, je cite, « Les bâtiments ne sont pas les seules choses détruites par le temps. L'imagination du poète est préordonnée ou prédestinée à la destruction. Soudain, mon imagination s'effondre comme un bâtiment. » Barouti joue ici sur le motif de se tenir debout sur les ruines, al-wuquf al-atlal, un motif qui est aussi ancien que les plus anciennes versions de l'Qasida ou Aude, qui elle-même est la plus ancienne des formes poétiques arabes. La Qasida traditionnelle commence par le prélude, le Nasib, qui en fait présente des motifs particuliers. Cela comprenne le souvenir de la caravane partie et de l'être aimé, disparu, et le fait de se tenir sur les ruines du campement abandonné en train de pleurer. Les subversions du motif de se tenir sur les ruines sont presque aussi vieux que les ruines anciennes, que le motif. Mais toute mention de al-atlal dans la littérature arabe et les arts visuels évoque immédiatement un héritage littéraire ancien qui remonte aux 7 murallaqat ou odes suspendues pendant la période pré-islamique jahiliya. Le poète Imru al-Qais a vécu au VIe siècle et a commencé par les mots suivants. Arrêtez, mes deux amis, et nous pleurerons à la mémoire d'un être cher et d'une demeure au bord de la dune, entre le Dahoul et le Haumal. Le verbe impératif d'ouverture, arrêter ou halt, est une forme duale. Suzanne Stepkevich l'a traduit par halt, mes deux amis, alors que d'autres chercheurs ont suggéré que les deux auxquels on parle ici sont à la fois l'épée et le cheval du poète. Quoi qu'il en soit, les pleurs ne sont pas des pleurs solitaires. Dans le cadre du poème et en rapport à l'auteur ou au lecteur, il s'agit d'une manifestation publique du chagrin. Le poète syrien Adonis a écrit que Imru al-Qais, et je cite, annonce sa présence en parlant d'une absence, c'est-à-dire à travers le souvenir des pleurs. Et les pleurs ont lieu sur une scène où il demande à ses amis d'y prendre part. Et si le poème ici ne s'adresse apparemment qu'à 2 personnes, son sens profond renvoie à ceux qui sont en empathie avec le poète et son expérience, et à ceux et celles qui ont connu une expérience similaire. Fin de citation. Dès les premières apparitions de Nasib poétique, la perte d'un être cher particulier a toujours été aussi une figure du deuil collectif face au ravage du temps. Dans la vie itinérante, le passage du temps est marqué géographiquem. Le poète bédouin pré-islamique se tient sur les ruines. C'est le point de départ à la fois verbalement, c'est-à-dire prélude habituel au reste du poème, et physiquement, car le poète est par extension son peuple. Et il quitte le site du campement abandonné. En anglais, le mot ruins, ruine, cela veut dire les vestiges d'une structure architecturale qui a été ruinée par les effets du temps, des intempéries ou détruite par l'homme. Alors qu'en arabe, atlal, ça vient du talal, c'est traduit comme ruine ou trace. Sa racine, en fait, est liée au verbe regarder. À partir de talla, il faut émerger, s'élever, se profiler, apparaître, dominer la vue, surplomber, regarder dehors, jeter un coup d'œil. Et à partir de là, nous avons ce qui s'élève à la vue, c'est-à-dire ceux qui restent debout. Du point de vue étymologique, en arabe, ces traces matérielles du passé sont là pour qu'on les regarde.
Freud, un jour, a suggéré que l'observation des ruines pouvait être assimilée au travail d'une bonne psychanalyse. Dans La civilisation et ses mécontentements, il affirme que les traces de nos expériences passées se mélangent dans notre psyché, tout comme Rome contient les vestiges architecturaux de toutes ces différentes histoires, grâce auxquelles, je cite, « tout est en quelque sorte préservé et, dans les circonstances appropriées, peut être mis de nouveau à la lumière ». Fin de citation. Cependant, dans un paragraphe plus loin, Freud change son point de vue concernant la métaphore. Il décide, après tout, que la normalité, la fréquence des démolitions et des remplacements de bâtiments dans les villes, même en période de paix, les rendent, je cite, a priori inadaptés pour une comparaison de ce type avec un organisme mental. Fin de citation. Plutôt qu'une analogie avec le travail de la psychanalyse, l'observation des ruines me semble être plus appropriée pour le travail du deuil. Le deuil approprié exige qu'une personne reconnaisse exactement ce qu'ils ont perdu. Comme Freud l'a dit dans son texte sur le sujet, le deuil et la mélancolie. Si une perte n'est pas pleinement mise en lumière dans la conscience, le chagrin se transforme en mélancolie. S'arrêter pour percevoir les traces de ce qui n'est plus là, c'est donc précisément mettre en œuvre le mouvement psychique qui consiste à regarder, à reconnaître et enfin à séparer. Des siècles avant le développement de la discipline de la psychanalyse et de son appareil discursif, l'appareil d'Hippolyte al-Jahiliya, à se tenir sur les ruines et à pleurer avant de quitter le lieu de la perte, était une version poétisée et communautaire d'un processus mental intérieur. Selon Mélanie Klein, qui a développé à partir des travaux de Freud le concept de position dépressive infantile, l'exploration psychologique du monde extérieur par un enfant implique la compréhension finalement bouleversante que les objets qu'il aime sont éphémères. Cette étape clé dans le développement de l'enfant est un modèle pour toutes les expériences du deuil ultérieures. Si le bébé peut tolérer la première perte du sein maternel, il développe la capacité de penser. Confronté enfin à la séparation d'avec sa mère, l'enfant est jeté à la mer et devient douloureusement un individu. Un deuil sain repose sur la capacité à se séparer. Je ne possède pas les objets de mon amour, ils ne sont pas parfaits, ils ne font pas partie de moi, je ne peux pas les contrôler. Fondamentalement, le deuil exige qu'une personne, que ce soit un enfant ou un adulte, reconnaisse qu'elle n'est pas omnipotente, qu'elle est capable d'être mauvaise et d'avoir des pensées destructrices. En d'autres termes, le deuil implique non seulement d'accepter la perte ou le départ de l'objet aimé ou de l'être aimé, mais aussi de sa propre vulnérabilité et de sa finitude. Dans le modèle de Klein, ce que l'on obtient en échange du deuil et de sa propre omnipotence, ce n'est pas simplement la confrontation avec l'amertume de la vie, mais une expérience plus riche de la vie, et surtout la capacité à aimer. Je pense que l'envie de créer de l'art commence souvent par l'observation de ruines ou de traces, ce qu'Adrienne Rich appelle « plonger dans l'épave » dans son poème du même titre, dont le narrateur est un archéologue sous-marin qui porte un masque et des palmes. Et je soupçonne que c'est le cas aussi lorsque ce n'est pas facile, cette observation n'est pas facile pour le lecteur ou le spectateur, lorsqu'elle se transforme en quelque chose d'autre. Je ne veux pas dire que tout art est réparateur, ni que l'écriture poétique est nécessairement thérapeutique, même si je ne doute pas que pour certaines personnes c'est le cas, ni qu'elle implique souvent un traitement salutaire de la perte. L'écriture littéraire peut tout aussi bien être une expression d'une fuite mélancolique, comme moi, qui écrit cet article, ou d'une répétition obsessionnelle, ou un instrument idéologique, ou une projection fantasmatique, ou une combinaison de tous ces éléments, ou d'autres. Pourtant, la perte est le point de départ commun. Et à partir de ce moment où on s'arrête pour contempler la mortalité et le temps qui passe, un écrivain peut s'envoler vers d'autres horizons, vers d'autres climats. Dans la qasida, le nasib, généralement, donne place au rahil, la traversée du désert par le poète, suivi par le fakhr, la vantardise du guerrier de sa tribu, parfois la panégyrique madih. Un ancien corrélat à ce modèle dans les arts visuels pourrait nous conduire à l'histoire racontée par Pline l'Ancien, dans la soi-disant servante corinthienne qui, en 600 avant Jésus-Christ, aurait tracé à la craie l'ombre de son amant sur un mur avant qu'il ne parte au combat. Son père, un potier, développa à partir de cette silhouette primitive l'art du modelage de l'argile en relief. Le dessin original de sa fille pourrait constituer l'un des premiers exemples dans la tradition occidentale d'une trace du défunt, comme source d'inspiration pour l'art mimétique, al-atlal, d'une autre façon. La trace qui à la fois rend présente l'absence et nous rappelle celui qui a disparu. Les traces et les ruines ont persisté dans la poésie arabe jusqu'au XXe siècle, mais avec moins de fréquence et
de façon plus figurative. Après tout, des siècles s'étaient écoulés depuis l'époque où le barde itinérant pliait sa tente, et avec la diffusion des idées modernistes dans la littérature arabe, les propriétés formelles strictes de la qasida commençaient à se désintégrer. Pourtant, le motif perdurait, de façon référentielle, parfois sans révérence. Dans la célèbre de al-Qarthoum, al-Atlal, sur la base de Ibrahim Naji, les ruines sont vraiment celles de l'amour romantique. Oh, mon cœur ne demande pas où est la passion. C'était un château imaginaire, alors il s'est effondré. Lorsque ce disque est sorti à la fin des années 60, beaucoup ont interprété les paroles comme faisant référence non pas à une romance ratée, mais à la défaite des armées arabes face à Israël pendant la guerre de juin 67. Le château imaginaire qui s'est effondré n'était pas le fantasme de l'être aimé, mais le rêve de l'unité arabe et de la libération de la Palestine. Il y avait des raisons valables à une telle interprétation. Au milieu de la lutte continue pour la libération de l'impérialisme occidental et du sionisme après la décolonisation officielle d'une grande partie du tiers-monde, de nombreux poètes arabes mettaient leur plume au service de leur réalité politique et sociale. Écrivant après le désastre de 67, le célèbre poète amoureux Nizar Qabbani décrivait sa transformation de poète écrivant sur l'amour et le désir à celui de poète écrivant avec un couteau. De nombreux poètes palestiniens ont utilisé ce trope pour évoquer la Nakba de 1948, le massacre et la dépossession des Palestiniens par les forces sionistes qui a permis la création de l'État d'Israël. Les traces matérielles de cet événement sont encore visibles dans les ruines des maisons palestiniennes, souvent situées à la périphérie des villes ou cachées dans des forêts. De Jaffa à Al-Wab el-Ghetto, de Rachid Hussein à Jérusalem, de Fawzi Bakri en passant par Mahmoud Darwish. On parle de ruines de villages détruits et on fait explicitement allusion aux troupes du Maqtala al-Jaliliya. Et les écrivains ne pleurent pas les tentes ou les habitations temporaires qu'ils ont naturellement quittées, mais les maisons et les villes dont ils ont été chassés. Dans son texte « Je ne pleurerai pas », aux portes de Jaffa, mes amours, et dans le chaos des maisons détruites, au milieu des décombres et des épines, je me suis arrêté et ai dit à mes yeux, arrêtez et pleurez sur les ruines de ceux qui sont partis et qui sont morts, en appelant ceux qui ont construit la maison et en pleurant ceux qui ont construit la maison. Tout comme Al-Atlal Kalton résonnait des pertes de la guerre de 67, Toukan a composé ce poème dans l'ombre de cette défaite. L'extension de l'occupation israélienne à Jérusalem-Est, à la Cisjordanie et à Gaza a eu pour conséquence que de nombreux Palestiniens, y compris des réfugiés des villes comme Haïfa et Jaffa, ont été soudainement, mais temporairement, réunis avec la terre dont ils avaient été expulsés 19 ans plus tôt. Le poème de Toukan raconte cette douloureuse occasion de contempler les maisons en ruine de Jaffa. Si Darwish et Toukan utilisent tous les deux le motif d'Al-Atlal pour évoquer les ravages causés par le sionisme sur la vie des Palestiniens, Toukan refuse catégoriquement de pleurer. Tous ces écrivains s'écartent de la structure traditionnelle du Nasib, plaçant les ruines au milieu du poème, à la fin ou comme image récurrente. Les ruines ne peuvent être un point de départ. Le poète ne peut pas ou ne veut pas passer à autre chose. La consolation, la fin du deuil n'est pas possible tant que la Nakba se poursuit. Au cours de la seule première année qui a suivi l'occupation de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de Gaza en 67, 7000 maisons ont été confisquées ou démolies, laissant 50 000 personnes sans abri. La démolition des maisons palestiniennes n'a jamais cessé d'être une politique israélienne de punition. Selon Mélanie Klein, un deuil incomplet ou raté a des conséquences pathologiques qui peuvent inclure la dépression, la manie, l'incapacité à nouer des relations durables et le désir d'arrêter le temps afin que la perte ne puisse être transformée en événement passé. Qu'en est-il alors de la perte qui, par définition, ne peut être transformée en événement du passé?
Abd al-Jawad Omar a écrit que les Palestiniens se battent pour le droit de faire leur deuil et qu'ils vivent suspendus dans un état collectif de report perpétuel. La constance de la perte fracture la temporalité essentielle au deuil, le rendant inaccessible au milieu d'un deuil incessant et récurrent. Il n'existe pas de cadre passé pour la Nakba, tout comme il n'y a pas de période post qui permettrait de diagnostiquer un stress post-traumatique chez ces enfants. Le deuil palestinien a été interrompu de manière aiguë dans les conditions du génocide à Gaza, mais aussi de manière chronique dans l'anéantissement continu de la vie des Palestiniens depuis 1948. La littérature psychanalytique occidentale traditionnelle rend rarement compte de la dimension sociale du deuil, tout comme l'accouchement est physique, mais aussi social, lié aux normes pratiques et sociétales. En Occident, l'extinction des pratiques collectives de deuil, culturellement ancrées, pourrait être imputée à la sécularisation et même en partie à l'essai fondateur de Freud, Deuil et mélancolie, qui a défini de manière décisive le deuil comme une expérience individuelle confinée à l'intimité de l'esprit. Les pratiques de condoléances sont plus structurées dans les sociétés du Sud et de l'Est, qui restent à la fois imprégnées de religion et plus communautaires. Dans l'islam, la maison des condoléances est ouverte pendant 3 jours, tandis que les veuves ont 4 mois et 10 jours pour faire leur deuil. Dans les traditions islamiques et chrétiennes orientales, c'est le 40e jour après un décès qui est important, alors que pour l'hindouisme, les visiteurs respectent le deuil pendant 12 jours. La rigidité de la structure peut être utile et servir de cadre, peut servir de motif, si vous voulez. Si la résistance à la consolation peut être un acte politique collectif, le refus de lâcher prise sur la Palestine, les anciens peuvent mourir mais les jeunes n'oublieront pas, et les pratiques quotidiennes du deuil restent des éléments essentiels de la socialité de la cohésion palestinienne. Plus précisément, le pouvoir émotionnel et galvanisant de la commémoration des martyrs, le fait de célébrer la vie et le sacrifice d'une personne tuée par Israël, fait de ces funérailles un lieu de défiance et de révolte communautaire. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles Israël cherche délibérément depuis des décennies à entraver le deuil palestinien. Les forces de l'État israélien interrompent par exemple de manière régulière et violente les cortèges funéraires. Et elles ont pour habitude de retenir les corps des Palestiniens qu'elles ont tués, soit en les conservant dans des chambres froides, c'est une forme de torture pour les familles palestiniennes, et c'est aussi un moyen de pression, soit en les inhumant secrètement dans des zones militaires fermées. Sans corps, sans preuve de décès, sans possibilité d'organiser des rites funéraires, il est difficile de faire son deuil. La police et les colons israéliens ont toujours profané les lieux de sépulture. Aujourd'hui, à Gaza, ces violations sont poussées à l'extrême. Au 4e mois du génocide, l'armée avait déjà détruit 16 cimetières, tandis que le nombre considérable de victimes entraînait des enterrements précipités sans les procédures habituelles de lavage du corps. Lorsqu'à la fin du mois de janvier 2024, une centaine de cadavres palestiniens ont été réenterrés dans une fosse commune à Rafah, des sources médicales ont signalé que certains avaient des organes manquants. Le 25 septembre 2025, Israël a envoyé un camion transportant 88 cadavres à l'hôpital Nasser de Khan Younis sans aucune information sur leur identité. Là encore, les corps ont été enterrés dans des fosses communes, laissant les familles désespérées dans l'incertitude. Les hôpitaux et les infrastructures juridiques et municipales ont été en grande partie détruites, tout comme les structures et les dynamiques familiales ordinaires, sans parler même du sentiment de sécurité. La distinction entre vie privée et vie publique a également disparu, ce qui signifie qu'il n'est plus possible, par exemple, de rentrer chez soi et de pleurer une perte de façon privée. Chaque jour depuis 2 ans, nous voyons les ruines matérielles de Gaza. Immeubles d'habitation, maisons, écoles, hôpitaux. Les photographies aériennes montrent une destruction tellement totale que la ville ressemble à des cendres, comme les restes d'un incendie qui s'effrite doucement. La majorité des logements sont endommagés ou inhabitables et la plupart des gens vivent dans des tentes, vulnérables non seulement à la puissance de feu israélienne, mais aussi aux éléments, aux tempêtes, au froid, au manque d'hygiène. Au début de cette horreur, on a beaucoup parlé en Occident de témoigner à travers l'écran, de rendre témoignage.
voir le lien étymologique en arabe entre témoin et martyr. Le génocide, largement suivi et retransmis en direct, s'est poursuivi et les images sont devenues encore plus apocalyptiques. Être témoin ou regarder et pleurer n'a pas mis fin aux atrocités. Et la prolifération des images a peut-être même conditionné les gens à les normaliser alors qu'ils regardent d'autres cadavres mutilés. Il y a eu d'autres génocides dans l'histoire de notre espèce. Ce qui rend celui-ci différent semble être la flagrance avec laquelle il a été mené. Et nous voyons clairement que pour l'avenir, dans la continuité de notre passé, nous allons mener une guerre désinvolte à l'échelle industrielle, perpétrée avec un sadisme lucide, avec des pouvoirs qui ne se soucient ni de la Terre ni des autres êtres humains, un monde de plus en plus en ruine, dominé par une élite technographique qui considère que les populations entières peuvent être jetées et a le pouvoir de s'en débarrasser. Alors que le mot arabe « atlal » est proche d'un mot qui signifie « regarder », le mot signifiant « les décombres », ankak, est lié au mot signifiant « s'effondrer ». Il contient une trace du mot qui l'a transformé en débris. Le verbe racine, nakta, peut signifier détruire, démolir, renverser, fendre, éclater. Il est étroitement lié au mot qui signifie contradiction, paradoxe, incompatibilité logique. Il y a une différence énorme entre pleurer sur les vestiges d'un campement abandonné et regarder avec horreur les ruines d'un camp de réfugiés où des tentes en plastique ont été bombardées par un F-16 ou une école en feu. Ce que nous voyons à Gaza, ce n'est pas de l'Atlal, mais du Ankad. Ces lieux portent les marques d'une violence délibérée qui ne cessera que lorsque toute vie palestinienne aura été réduite en ruine. Ils ne sont pas là pour être regardés ou pleurés ou abandonnés. Selon les kleininistes, la pire conséquence pathologique de l'incapacité à faire son deuil, c'est la répétition. Le modèle de la perte est sans cesse rejoué dans la vie psychique. Et cela a certainement été théorisé en ce qui concerne l'instrumentalisation par Israël de la mémoire de l'Holocauste à des fins de domination. Une façon de comprendre Israël, qui à mon avis ne devrait pas prêter à controverse, dit Gabriel Vinan, est de dire qu'il s'agit d'une machine qui transforme le chagrin en pouvoir. La commémoration de l'Holocauste nazi dans les musées et dans d'autres formes de pédagogie en Occident semble conçue pour faciliter, selon les termes de Naomi Klein, non pas le souvenir, mais plutôt la retraumatisation. Avec le recul, écrit-elle, je suis frappée par ce qui ne faisait pas partie de ces récits étrangement mécaniques. Il y avait de la place pour les émotions superficielles, l'horreur face aux atrocités, la rage contre les nazis, le désir de vengeance, mais pas pour les émotions plus complexes, que sont la honte, la culpabilité, ni même pour la réflexion sur les devoirs que les survivants du génocide pourraient avoir pour s'opposer à la logique génocidaire sous toutes ses formes. Ce n'est pas du deuil, c'est une blessure délibérément maintenue ouverte pour empêcher la réflexion. Donc, quid des Palestiniens ? Un de mes amis me disait récemment qu'il pensait que les Palestiniens se répétaient plus souvent que quiconque et que c'était une longue répétition de l'histoire depuis 1948, que nous racontons que nous répétons sans cesse. Et je me demande si dans ce cas, ce qui pourrait être considéré comme pathologique dans un contexte clinique, la répétition d'un deuil non résolu, n'est pas en fait une réponse normale à la situation pathologique qui a détruit une grande partie de la vie sociale palestinienne. La répétition peut aussi être une forme d'insistance. Vous brûlez ma maison, je prendrai les armes. Après le soi-disant cessez-le-feu de janvier, 300 000 personnes ont regagné leur foyer au nord de Gaza. Les Israéliens et les Américains pensaient qu'elles ne reviendraient jamais, mais elles ont insisté pour revenir. La répétition est un outil contre l'oubli. La répétition est une forme de retour, même si ce n'est que celui du refoulé. Les images dévastatrices qui ont envahi nos écrans nous galvanisent parfois et nous stupéfient à d'autres moments. Pendant ce temps, les écrivains de Gaza qui ont réussi à produire des œuvres pendant le génocide nous offrent des perspectives qui vont au-delà des images paralysantes. La plupart des écrits littéraires sont des textes documentaires en prose, mais certains poètes parviennent également à travailler sur d'autres types de textes. Escaping the Group of Photographs de Doha Kaulut, composé sur son téléphone alors qu'elle vivait sous une tente collective à Der el-Bala,
retrace les tâtonnements de la conscience dans la tentative de traduire l'expérience de la guerre en langage. Je nomme les noms impuissants, les définitions restreintes et une douleur résultant de la restriction et de la pensée, avec une rivière qui déverse un flot de mots en moi et qui me fait plonger dans l'esprit des anciens. Avec une paire d'ailes coupées, ils me disent « vol ». Je m'accroupis, je suis lourde, je rejette les réponses. La photo de groupe me rejette. Privée de connexion, la voix du poète est aliénée. Alors qu'elle tente de s'exprimer en s'appuyant sur le langage collectif de son héritage littéraire et artistique, elle trébuche. Elle est abandonnée par les anciens motifs, par leur nom, leur image, ceux qui ne remplissent plus leur fonction, qui n'apportent plus de réponse, ni de cohésion sociale, ni de sentiment d'appartenance à une communauté. Ce n'est finalement ni une ruine, ni aucun autre trope ou tradition, mais un arbre que le poème de Doha aborde. Ce n'est pas une habitation humaine abordée, mais un héritage vivant qui s'enfonce dans la terre, d'où je suis tombé au commencement du temps. L'arbre, tout d'abord sourd et muet, symbolise à la fois l'arbre généalogique et un arbre littéral poussant dans le sol. Certains arbres en Palestine ont des milliers d'années. Ils peuvent représenter la vie du monde naturel à une échelle bien plus vaste que la durée d'une seule vie humaine. Si la narratrice ne peut pas voler, elle peut tomber comme une pomme et s'enraciner dans la terre. Elle demande à l'arbre « Qui suis-je » mais l'arbre ne lui répond pas. Elle demande « Qu'est-ce que la guerre ?» et l'arbre répond « C'est une tentative vers l'immortalité et une soif d'immortalité. » Cette réponse la satisfait intellectuellement mais pas spirituellement. Au contraire, ça la rend plus consciente de sa solitude et de la façon dont elle est enfermée par la perplexité. Cette image de la barrière déconcertante évoque la géographie assiégée de Gaza, mais dans ce cas, c'est spécifiquement l'esprit de la poétesse qui est coupé de sa communauté littéraire. En exprimant la conscience fracturée d'une personne qui tente de survivre au génocide, le texte de Carlout met en scène en même temps les gestes mentaux qui tentent de surmonter la fracture, de rassembler les morceaux brisés et de donner un sens à l'expérience. La consolation, la sécurité, l'intégrité lui font signe de l'autre côté de la barrière. Elle reconnaît la tranquillité de loin, mais est incapable de la toucher. Les bâtiments, écrit Barghouti, ne sont pas les seules choses détruites par le temps. L'imagination du poète est vouée à la destruction. Mon imagination s'effondre comme un bâtiment. Les décombres et les fragments ne sont pas un atlas, parce que Gaza, ce n'est pas le passé. Gaza, c'est le présent. Et lorsque nous parlons des décombres de Gaza, nous parlons également des ruines du corps humain, sous le ciment, le plastique et le métal, les barres de fer tordues, le béton armé brisé, les éclats d'obus et les bâtiments détruits se mélangent à la chair. Plus de 9500 corps palestiniens restent prisonniers des décombres, dont au moins 500 ont jusqu'à présent été récupérés pour être enterrés dignement. La chercheuse Nadera Chaloub-Kevorkian a écrit sur la manière dont la chair fragmentée, ou hachla, pouvait servir d'analyse pour plusieurs types de séparation et de mutilation, tant physiques que sociales. Les Palestiniens de Gaza refusent le démembrement physique et social, nous dit-elle, en insistant sur leur rituel de deuil. Malgré la campagne d'extermination sioniste, ils rassemblent les fragments de leurs proches, même s'ils ne parviennent pas à en rassembler qu'une poignée de chair dans un linceul en plastique. Les Palestiniens choisissent la voie de la réunification réelle et épistémique en rassemblant et en unifiant l'ashla, non seulement les parties du corps, mais aussi les entités socialement démembrées. Ils veulent le souvenir et donc la possibilité de vivre. Le mouvement de deuil collectif, l'appel, l'arrêt et les pleurs ont toujours été séparés de la vie psychique, même s'ils en retracent la forme.
Mais si regarder les ruines à grande échelle n'est pas encore possible pour les Palestiniens, la répétition insistante des gestes funéraires pour les êtres chers est une affirmation de présence. Si la pratique du deuil est une pratique de vie, alors insister sur ces rites, c'est se tenir debout sur les décombres et pleurer ensemble, et c'est insister sur la vie.